Les interviews des vendeurs d'excellence. Je me présente. Farid Rouni est cofondateur de l'école de commerce Vendeurs d'excellence. Nicolas et moi, nous partons chaque semaine à la rencontre des dirigeants, des directeurs, des commerciaux, des interviews chaque semaine de personnes riches en expérience pour mettre en lumière ce métier extraordinaire. Aujourd'hui, les interviews des vendeurs d'excellence a comme invité Asdine Koualed, directeur commercial chez Wéo, la télévision des Hauts-de-France. Il propose des produits et des services auprès de ses partenaires annonceurs dans le cadre d'une stratégie de communication Mix Média TV et Digital. Pour la première chaîne de télévision régionale de Hauts-de-France, en termes d'audience, Wéo est la voix TV. Il aborde la stratégie commerciale de développement de sa régie appliquée avec ses 4 collaborateurs sur le périmètre des Hauts-de-France. Asdine Koualed va nous donner sa vision d'un vendeur d'excellence. Bonjour Asdine. Bonjour Farid. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'était avec un grand plaisir. On a échangé, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux et bon an mal an, on a convenu d'une rencontre mutuelle. Exactement, avec ces réseaux sociaux qui sont un parfait vecteur de communication et de rencontres. Asdine, est-ce que tu peux qu'est-ce que tu faisais avant Wéo ? Alors, avant Wéo, je travaillais pour une société qui était éditeur de logiciels de gestion électronique de documents, qui s'appelle Archimède, à Lille, du fait de mon passif, puisque j'ai commencé ma carrière dans le monde de la bureautique, où j'ai évolué d'abord chez Xerox, puis en SS2I, pour connaître toute cette interaction de réseau et de mise en relation des équipements pour les hommes. Ensuite, j'ai travaillé pour un opérateur télécom, Complétel. Ensuite, j'ai vendu des imprimantes industrielles 3D, qui était hyper intéressant puisque c'était la 3e révolution industrielle, l'industrie 3.0 comme on dit. Et de fil en aiguille, je me suis rapproché de cette partie, revenu un petit peu à la partie bureautique sur cette gestion électronique de documents chez Archimède, avant de rejoindre sur une idée qui n'était pas prévue au départ, mais cette structure Wéo, STM Wéo, qui est la télévision du groupe Rossel Lavoie. On y reviendra. Asdine, parce que je sens chez toi le côté vendeur d'excellence. Alors, je sais pas si on peut dire vendeur d'excellence, mais en tout cas... Tu m'as convaincu. C'est gentil, merci. Mais pour moi, il y a d'abord la technique de vendeur. Tout le monde peut être vendeur en apprenant les techniques. Maintenant, si on veut être un excellent vendeur, il faut avoir un peu plus que la technique. On y reviendra. Et d'ailleurs, à ce propos, parce que quand on parle de vendeur, est-ce que tu as fait des études commerciales ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai d'abord... rechercher beaucoup ma voie, puisque je ne savais pas trop vers quoi je voulais m'orienter, donc j'ai fait un bac scientifique parce que ça ouvrait toutes les portes. J'ai fait un DUT à rallonge en termes de titre, génie électrique et informatique industrielle. Je me suis dit, plus le titre est long, plus j'ai de chances de trouver une voie qui peut m'intéresser. Et c'est au cours de cette formation en DUT génie électrique et informatique industrielle que j'ai rencontré un professeur de communication qui a orienté toute ma carrière, puisqu'il a décelé chez moi un profil de vendeur, justement. Il me dit, toi, tu dois faire du commerce. Et donc, je l'ai suivi, et là, j'ai fait une école qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait l'ESV2I, École supérieure de vente industrielle à l'international, située à Douai. Elle portait un autre nom également, c'était la Douai Business School, qui recrutait des étudiants en bac+2 techniques ou scientifiques pour les former au métier du management, du commerce et à l'international. Ok, on va parler de Wéo. Wéo, Asdine, l'origine. L'origine de Wéo, en fait, Wéo existe depuis 30 ans maintenant. Au tout départ, c'est un lien que vous allez comprendre assez facilement quand j'irai à la fin de mon histoire. Il y a 30 ans, Jean-Pierre Pernaut arrivait sur le trésor de TF1. Alors on me dirait, il me parle de Wéo et il rebondit sur TF1. Mais c'est un peu l'idée. Jean-Pierre Pernaut arrive au trésor de TF1, il marque son empreinte en disant « Moi, je veux des antennes régionales partout en France ». Et à l'époque, mon président directeur général, monsieur Jean-Michel Laubry, était journaliste pour TF1. Et il s'est proposé d'ouvrir l'antenne régionale du Nord. Ça s'appelait NEP TV à l'époque. NEP TV avait pour seul client TF1 en réalisant tous les reportages qui venaient nourrir le trésor de Jean-Pierre Pernaut.
Et puis, de fil en aiguille, NEP s'est développé, s'est scindé en deux structures. D'un côté, Internep qui continue à faire ce travail pour TF1, mais dans un sens beaucoup plus large, puisque c'est TF1 et les chaînes du groupe TF1, LCI, etc., sur un environnement bien plus large que le Nord, puisque maintenant c'est les Hauts-de-France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Ouest de la France. Et puis à côté, NEP, qui était une société d'événementiel. Donc, quelques années plus tard, Jean-Michel Aubry rachète la chaîne locale C9 Télévision, qui devient La Voix du Nord, ça fait maintenant 13 ans. Alors, WEO, Voix du Nord, la logique est très simple. VDN pour Voix du Nord, WEO, la lettre suivante à chaque fois pour trouver le nom de la chaîne. Et pour la petite histoire, ce nom a été trouvé à peu près 48 heures avant l'ouverture officielle de la chaîne. Donc ça a été assez sport, comme on dit. Elle a un peu de dérision. Bonjour, c'est Jean-Pierre Pernaut, bienvenue sur TF1. Mais là, sauf qu'on est chez WEO. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver très souvent, on a fêté, c'était il y a 2 ans déjà, les 30 ans de NEP. On a fêté ça et Jean-Pierre Pernaut nous a fait une super vidéo pour nous remercier de cette collaboration depuis 30 ans qui a continué jusqu'à la fin de sa carrière. D'ailleurs, moi, ça me saute aux yeux, mais je vois première audience des télés locales. Oui, ça veut dire quoi, ça ? En fait, il y a aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, entre 30 et 40 chaînes locales ou régionales. Alors, ça va de Canal 32 à TV7, TBO, TV Sud, Via Paris, etc. Il y a plein de chaînes comme ça régionales partout en France. D'accord, oui. Et sur ces 37 chaînes, la valeur qui compte réellement, comme pour toute chaîne de télévision, c'est ce qu'on appelle le médiamat. Alors, beaucoup entendent parler de médiamat, mais savent pas trop à quoi ça correspond. Le médiamat, c'est un principe tout simple. C'est 4000 boîtiers électroniques répartis de manière aléatoire sur l'ensemble du territoire national qui envoient une seule information. Toutes les 10 secondes, c'est sur quel canal ils sont connectés. Et c'est comme ça qu'un Cyril Hanouna, le soir, vous dit, hier TF1, ils ont fait 1,8 million avec cette émission, telle autre chaîne a fait tant de téléspectateurs, et donc c'est par rapport à ça. C'est un repérage. Hein, c'est un repérage. On a un autre repérage, pour l'appeler repérage, un autre vecteur de valeur de la chaîne qui est médiamétrie 126 000. Mais là, c'est un sondage médiamétrie 126 000. On va prendre un panel. Alors, concernant celui qu'on utilise, c'est 3850 villes avec différentes catégories socio-professionnelles, des différentes tranches d'âge, etc. Et qu'on va poser une série de questions pour connaître leurs habitudes de télévision, de consommation de la télévision. Et donc, le médiamétrie 126 000, c'est sur les réponses que peuvent apporter un panel. Mais le médiamat, c'est une valeur scientifique, mathématique et unique. Sur quel canal je suis connecté. Et donc, quand on prend le médiamat au niveau national de l'ensemble des chaînes de télévision régionales, sur les 37 qu'on évoque là, aujourd'hui, WEO, elle toute seule, couvre plus de 19% de ce médiamat niveau national. Donc, quasi un téléspectateur sur 5 en France est considéré comme un téléspectateur de WEO. C'est pourquoi on est la première audience de télévision régionale de France. C'est lié à la forte population ici dans les Hauts-de-France ou alors c'est lié à votre talent de communicant ? Alors je pense que c'est plusieurs vecteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le premier, c'est déjà l'excellence du travail réalisé par les équipes de cette chaîne-là, qui se remet en question tous les ans. Tous les ans, on renverse la table et on voit comment répondre à nos téléspectateurs, à notre audience, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, en repérant bien évidemment tout ce qui remonte de cette étude médiamétrie, tout ce qui remonte de nos partenaires annonceurs, tout ce qui remonte des informations qu'on peut glaner tout au long des reportages qu'on peut réaliser sur le territoire. Aujourd'hui, WEO, c'est la chaîne des Hauts-de-France pour les gens des Hauts-de-France. Donc on est là à chaque fois à essayer de répondre au maximum à ce qu'ils attendent de nous. Donc il y a ce travail-là d'un côté. D'un autre côté, on fait partie d'un grand groupe, le groupe Rossel France, qui est un groupe de presse quotidienne régionale important au nord de Paris, qu'on connaît tous sous le nom de La Voix du Nord. La Voix du Nord, Rossel Advertising France, c'est la référence médiatique du nord de Paris. Et donc il y a cette association-là également. Et donc tout ça mêle aujourd'hui un cocktail qui est plutôt efficace et qui fait qu'on est toujours à cette première position. Toi, Zdine, tu es l'ambassadeur, tu estampilles ta marque qui est WEO, et pas que. On a tout à l'heure parlé de stratégie, et je voudrais que tu puisses nous mettre en évidence qu'est-ce que ça veut dire en fait la publicité à la télé, au niveau de la télé à la portée de toutes les entreprises qui pourraient prétendre à collaborer avec vous en qualité d'annonceur. Oui. Alors,
Aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans et demi, bientôt 4 ans, que je travaille pour cette entité-là, STM-WEO, et pendant très longtemps, mon travail a consisté à faire de l'évangélisation auprès des partenaires annonceurs, pour casser cette idée préconçue, qui est le principe de dire que la pub à la télé, ça coûte un bras. Ce qui est vrai. C'est pas tout à fait vrai, non, puisque tout est adaptable, tout est une question de corrélation entre le besoin et les moyens. Aujourd'hui, on est capable chez WEO de proposer une campagne d'une semaine de spot publicitaire à moins de 500 € pour certains annonceurs. D'ailleurs, en ces temps spécifiques de crise Covid, on a mis en place même une campagne spécifique solidaire pour les entreprises où elles ne payent pas en fait l'audience, elles payent que la conception du spot et ça leur revient à moins de 300 € pour 84 spots sur une semaine. Ça, c'est pour aider à l'économie régionale, à la relance de l'économie régionale. Et on est dans l'obligation de faire ça puisqu'on est représentatif de cette économie régionale. C'est un devoir que l'on a, c'est un devoir qu'on a mis en place. Mais aujourd'hui, je suis capable de proposer une campagne de communication, comme je le disais, à peine 300 € et qui peut aller jusqu'à plus de 500 000 €. Tout dépend du besoin de mon partenaire annonceur. Qui souhaite-t-il toucher? Pendant combien de temps? Sous quelle forme? On a cette chance d'être une chaîne 100% privée. Et s'il y a bien une chose qui est le Graal pour tout vendeur, c'est de pouvoir créer les produits qu'il vend. Et ça, c'est juste le bonheur. Pendant toute ma carrière, on m'a à chaque fois présenté un produit que je devais mettre en évidence, montrer sa plus-value, ses avantages et les mettre en adéquation avec le besoin d'un client. Là, aujourd'hui, non seulement je fais ça, mais je fais ça avec les produits que je crée pour le client. Et donc, je fais du sur-mesure. Et ça fait toute la différence. Et donc, on peut adapter une campagne de communication à un petit revendeur d'antenne local, comme à des grands groupes comme le Crédit Agricole, comme Veolia, comme d'autres structures comme ça, Enedis, Engie. Tu fais en permanence de l'ingénierie et de la conception et tu fais du persona, parce que tout à l'heure, tu m'as parlé dans l'épisode 2, tu as écouté Marc-Antoine de la société ConnectEdge, et tu m'as fait un cas d'école sur la représentation de son activité, comment tu pouvais entrevoir si demain tu devais être partenaire de ConnectEdge. Tu m'as donné un peu ta vision et l'élaboration d'une stratégie de com avec WEO. Et ça me semblait tellement pertinent, parce que j'avais pas toute cette culture de la mesure qui est liée à ton expertise. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu? Pour revenir sur cet exemple-là, aujourd'hui on parle de mettre en adéquation des besoins avec une offre, un produit, une solution. Et donc, chaque client est différent, chaque annonceur est différent. Les clients de ces clients-là sont les personnes avec lesquelles on doit communier et trouver ce qu'on appelle des dénominateurs communs. Pour qu'une campagne de communication soit efficace, il faut qu'elle crée l'émotion. Pour créer l'émotion auprès de ceux qui vont acheter les produits, profiter de ces services d'une entreprise, il faut savoir à qui on s'adresse et quand on s'adresse à elle. Donc l'un des premiers travaux que j'ai fait au sein de notre antenne, c'était de comprendre les habitudes de consommation de notre télévision. Et donc j'ai décliné 4 univers de communication sur notre antenne. J'ai un univers sport, où on va pouvoir communiquer au travers de toutes les valeurs du sport, pour l'ensemble des structures qui partagent ces valeurs de sport, de confrérie, de travail en commun, de dépassement de soi. Un univers qui est un univers responsable achat. On oublie la ménagère de moins de 50 ans. On parle de responsable achat aujourd'hui. Celui qui, au sein du foyer, va créer cette envie d'achat. Ça peut être le père, la mère, les enfants, les grands-parents, etc. Un univers CSP+, B2B, qui est à destination des structures qui veulent parler de leur entreprise à d'autres entreprises, ou parler à des cadres dirigeants. Et puis un univers Silver Economy, senior. Et c'est là que j'ai cité l'exemple de cette personne qui avait son papa, Marc-Antoine, voilà, de ConnectEdge, qui lui avait développé des services de mise en relation entre les seniors des établissements type EHPAD avec leurs petits-enfants au travers de Skype, etc. Au travers de Skype aussi ce qu'on appelle un outil technologique qui permet multisensoriel, interactif. Exactement, et notamment le développement du sens olfactif qui était peu exploité. Et donc ce type de structure là s'adresse à un public qui sont les seniors. Et donc, quand on veut adapter un plan de communication efficace, il faut cibler son plan de communication. Et donc, en s'adressant
à mes téléspectateurs présents sur mon antenne dans les créneaux horaires qui correspondent à cette Silver Economy, c'est 13h, 15h sur WEO. Avec tous les programmes qui sont associés à cette Silver Economy, là on va pas faire de la mise à disposition d'espaces publicitaires, mais de la communication ciblée de type frappe chirurgicale. Et l'efficacité et les KPI ressortissants de ce type de plan de communication dans les bilans de campagne qu'on leur remet à nos partenaires annonceurs sont beaucoup plus efficients, beaucoup plus optimisés. En volumétrie, ça représente combien de téléspectateurs? Alors, tu m'as dit Télénote, pardonne-moi. Tu m'avais dit tout à l'heure qu'on employait un autre mot. Exactement. En fait, aujourd'hui, je vais plus parler de téléspectateurs ou d'internautes, puisque comme tu le citais dans la présentation de WEO et du travail que je fais aujourd'hui, on va cibler à la fois les téléspectateurs et les internautes. On les appelle donc des télénotes. Puisqu'on va aujourd'hui associer deux audiences importantes. Donc, la première audience au niveau régional en France, qui est d'à peu près 1 200 000 téléspectateurs semaine. C'est ce qu'on appelle l'audience cumulée. Et puis, aujourd'hui, on a notre chaîne qui est diffusée en streaming sur la homepage du site de La Voix du Nord et au travers de l'onglet qui s'appelle La Voix TV, qui est une chaîne digitale du groupe Voix du Nord. Et donc, on va venir agglomérer à nos 1 200 000 téléspectateurs semaine, en moyenne... 1 200 000 Exactement. À peu près 700 000 visiteurs uniques jour sur le site de La Voix du Nord. Et ça nous permet d'aujourd'hui de commercialiser une audience beaucoup plus globale, beaucoup plus importante, et sur laquelle on va pouvoir travailler en termes de ciblage hyper local. L'antenne linéaire va toucher soit le Nord-Pas-de-Calais, soit la Picardie, soit l'ensemble des Hauts-de-France. Mais quand on va travailler sur une campagne digitale, on peut faire de l'hyperlocal avec de la géolocalisation et toucher une agence immobilière et l'ensemble de ses clients à 17 km autour de cette agence, par exemple. Ça, c'est de l'hyperlocal. Ça, c'est de l'offre sur mesure dédiée à un besoin spécifique d'un client spécifique. Voilà. Pour donner à vol pour point un indicateur sur le plan chiffrable, une petite structure, une petite PME, un artisan, un couvreur par exemple, qui voudrait éventuellement faire connaître son activité, est-ce que tu peux nous donner une représentation de coût ou peut-être c'est... Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des structures qui vont vouloir communiquer sur un événement donné. Ils vont faire une soirée spécifique, ils vont faire une journée porte ouverte de leur établissement et ça se passe à une date donnée. Et ils ont des tout petits budgets, ce qu'on appelle des tout petits budgets, mais ça reste accessible. On va leur proposer de faire une campagne d'1 semaine de spot publicitaire avant cet événement, de manière plus ou moins intensive. Tout est calculé. Aujourd'hui, on propose 84 spots publicitaires par semaine, c'est-à-dire 12 spots par jour, du lundi au dimanche. Avec 1 200 000 téléspectateurs, tout à fait. Téléspectateurs. Si on ajoute les 700 000 visiteurs uniques jour sur la homepage de La Voix du Nord, ça augmente ce nombre d'audiences. Ah oui, d'accord. Exactement, ça augmente cette audience. Et donc, on va lui proposer ça, et ça va lui coûter moins de 500 €. Bien sûr, une semaine de spot comme ça coûte 500 €. C'est dérisoire, non? Alors dérisoire, non. Dérisoire parce dans le sens, c'est à la valeur aussi de la possibilité de l'entreprise, mais tout quand même, est relatif. Tout est relatif. Pour un artisan, une TPE, 500 €, c'est 500 €. Surtout dans la situation qu'on vit actuellement, c'est pas évident. Oui. Il faut continuer à subsister, à avoir une relation avec ses clients et pas perdre le contact. Et nous, on est ce vecteur de contact avec leurs clients. Et donc, il faut rendre ça accessible. Si on veut avoir de la pertinence dans une stratégie commerciale, il faut d'abord se faire connaître. Avancer sur qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on peut proposer. Et donc, quand on m'a remis les rênes de cette régie commerciale en janvier 2018, on m'a dit voilà, il faut remonter la barre, il faut faire en sorte qu'on nous connaisse mieux, qu'on puisse être accessible, etc. Et donc, j'ai revu l'entièreté de la stratégie commerciale de la régie avec une nouvelle tarification, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus accessible pour les TPE, beaucoup plus évoluée pour les entreprises plus importantes, en offrant une gamme de services plus large. Et ça a permis de faire dans un premier temps ce que doit faire n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire gagner en notoriété, montrer sa valeur ajoutée et faire de cette expérience-là une réalité qui confirme ses capacités. Les années suivantes, on prouve que ça fonctionne, on prouve que ça marche bien, on prouve qu'il y a des résultats à la clé.
Et ce dont je suis plutôt fier, c'est le taux de renouvellement de nos clients d'année en année. On ne perd pas de clients chez WEO, on en gagne tous les ans. Et les clients précédents renouvellent leur partenariat avec nous. Et ça, c'est la meilleure preuve de l'efficacité de ce qu'on produit. Tout à fait, la réussite liée à... Exactement. Et ça fonctionne beaucoup également par le bouche à oreille. On n'a jamais de meilleur vendeur que ses propres clients. Ça, j'arrête pas de le dire. Et pour moi, un client n'est acquis. Exactement. Et pour moi, un client n'est acquis que lorsqu'il vous a commandé pour la deuxième fois. Parce que la première fois, ça peut être un coup de chance. S'il commande pour la deuxième fois, c'est qu'il a vu ce que vous faisiez, que c'était avec une bonne valeur ajoutée et intéressant pour lui. Il vous fait confiance, il vous suit. C'est comme ça que je considère un client acquis. Bravo. Et comment tu vois l'avenir des chaînes locales, Azdine ? Alors, aujourd'hui, une chaîne locale ou régionale seule n'a aucun avenir, malheureusement. Et on le voit, aujourd'hui, on voit des grandes chaînes nationales qui reprennent et rachètent des chaînes locales, ne serait-ce que l'exemple BFM, qui a racheté BFM Lyon, qui a racheté Via Lyon et qui est devenu BFM Lyon, qui a racheté la chaîne lilloise qui est devenue BFM Grand Lille, et qui continue à racheter d'autres chaînes de ce type-là. Une chaîne locale seule n'a aucune chance de subsister dans ce groupement de chaînes au niveau national. Donc il faut se regrouper. Et c'est d'ailleurs là toute l'intelligence qu'a mis en place Jean-Michel Lobry dans sa stratégie, c'est qu'il a été l'un des vecteurs de la création de Territoire TV, qui est une société qui est née il y a à peu près un an et qui regroupe aujourd'hui 4 PQR, 4 presses quotidiennes régionales, avec leur chaîne de télévision associée, pour se donner une force supplémentaire au niveau national et avoir justement cette capacité à répondre aux besoins de tous et à élargir l'offre pour pouvoir justement toujours être compétitif. Et donc, ça va continuer à fonctionner comme ça. Je pense que ce réseau va s'agrandir et qu'on va tous également tendre vers une mixité des supports. La télévision d'il y a 15 ans, celle d'aujourd'hui et celle dans 15 ans... Elle évolue. Exactement. Ce n'est pas la même télévision. Et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de télénautes et pas de téléspectateurs. Je vais vous prendre juste 2 chiffres. Le premier, c'est les 18-24 ans. Pour 84% d'entre eux ne regardent plus la télévision. Par contre, ils ont tous un abonnement Netflix, Amazon. Ils sont, comme ils disent, H24 sur leur mobile, à regarder les contenus qui les intéressent. Et c'est ça qu'il faut écouter, c'est ça qu'il faut regarder. C'est son public de demain. Exactement, c'est notre public de demain. C'est déjà notre public d'aujourd'hui et ce sera également notre public de demain. Et il faut pouvoir les toucher également. Et la meilleure façon de le faire, c'est de savoir quelles sont leurs habitudes et comment faire évoluer nos médias pour qu'ils répondent à ces habitudes-là. Aujourd'hui, on est capable de faire une chaîne digitale, La Voix TV, pour répondre à cette présence digitale. Et donc on parle plus de téléspectateurs ou d'internautes, mais bien de télénautes. Partage des programmes entre ces 2 médias que sont la télé et le digital. Et ça, c'est juste primordial si on veut pouvoir subsister demain. S'adapter dans l'air du temps. Exactement. Azdine, les 3 pourquoi. Voilà, je vais te poser 3 questions de façon rapide. Pourquoi WEO ? Pourquoi WEO ? C'était un coup de chance. C'était un coup de chance en fait. Tu y crois la chance, toi, Azdine ? Ah, bien sûr. La chance, elle existe, mais il faut se la donner et la créer. Voilà. Pour gagner au loto, il faut jouer. Hein. Exactement. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais si on la tente pas, on risque pas de l'avoir. Et tout à fait. Pourquoi WEO ? C'était un coup de chance parce que j'étais pas parti pour travailler pour cette entité-là. Je devais rejoindre la business unit immobilier du groupe Voix du Nord. Donc en tant que vendeur grand compte. Et j'ai fait l'ensemble des rendez-vous RH qu'on fait dans un groupe comme celui de la Voix du Nord. Et donc lorsque j'ai eu mon entretien avec la responsable RH du groupe, elle m'a dit écoutez, vous avez plutôt un profil manager que vendeur et on a un poste à pourvoir qui est celui de responsable commercial pour la régie de la télé locale WEO. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Alors au départ, je viens pour un entretien pour devenir vendeur grand compte et on me propose un poste de responsable commercial. J'ai fait semblant de réfléchir pendant 2 minutes et j'ai dit bien évidemment. Tu es un peu acteur, Azdine ? Il faut toujours être un peu acteur. Acteur dans le sens où ça va faire preuve d'empathie, de mimétisme avec les interlocuteurs que l'on a. Mais c'est un jeu d'acteur, tous les jours on joue un rôle. Être acteur de son propre théâtre. Exactement, je joue le rôle de directeur commercial dans mon entreprise, je joue le rôle de papa quand je suis à la maison, je joue le rôle de mari avec mon épouse, on est toujours dans un rôle. Mais maintenant il faut incarner ce rôle et pas juste faire semblant, c'est pas la même chose.
Et donc voilà, on propose ce poste de responsable commercial chez WEO. Donc mon entretien s'est fait au cœur même du studio de WEO, sur la table que vous pouvez voir aujourd'hui tous les jours sur le canal 30 de la TNT. Et donc c'était comme plutôt au studio. dans le studio. C'était plutôt impressionnant, mais finalement, de fil en aiguille, ça a matché, comme on dit, avec les responsables. On a tenté le coup, c'était un pari des deux côtés, et puis la preuve que ça a plutôt bien marché. Je suis encore là au bout de 4 ans. 4 ans. Ouais, presque 4 ans. Et pourquoi le métier commercial? Pourquoi le métier commercial? Alors, parce que tu aurais pu choisir autre chose. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que être commercial, c'est d'abord une vocation. C'est pas simple d'être commercial, d'être vendeur. C'est-à-dire quand on est vendeur, on essuie beaucoup de plâtre. Beaucoup ressentent le non d'un client ou l'objection d'un client comme un frein. Moi, j'arrête pas de dire à mon équipe que un non ou une objection, c'est pas un frein, c'est un tremplin. Exactement. Qui permet de rebondir au-dessus, de creuser un peu plus loin et d'aller chercher la bonne réponse. Mais si on n'a pas ce tempérament-là, de chercher à creuser, à bien comprendre et à pas se laisser abattre par quelques objections qu'on peut avoir, à ce moment-là, on va avoir du mal à faire ce métier-là. Donc, c'est un tempérament. Savoir vendre, c'est d'abord savoir se vendre. Ne serait-ce que lorsqu'on se présente à quelqu'un pour la première fois, la première chose qu'on fait, c'est se présenter, dire qui on est, ce qu'on fait, et ça, on n'a jamais 2 fois la chance de faire une bonne première impression. Les 30 premières secondes. Les 30 premières secondes, les 4-20, 20 premiers gestes, 20 premiers mots, tout à fait, etc. Tout ce qu'on peut apprendre en école de commerce. On appelle la communication non verbale, parce qu'il faut savoir que 97% c'est de la communication non verbale, le reste c'est la posture, le ton de la voix. Et le regard aussi, qui est très très important, la posture et tout ça. Et les 20 cm du sourire, qui sont hyper importants. Aujourd'hui, on peut pas avec le masque, c'est pas évident. Voilà, mais je pense que dans l'échange que l'on a, aussi cordial qu'il est, le sourire se ressent au travers des ondes. Et d'ailleurs, à ce propos, quand on dit tout à l'heure, il y avait quelque chose qui était très très intéressant, c'est le nom. Il y a le défaitisme qui généralement les commerciaux, lorsqu'ils entendent un nom, pour eux c'est inévitable. On passe à autre chose. Alors que tu l'as bien dit tout à l'heure, la vente, elle commence toujours quand on a une objection. Tout à fait. Mais bien sûr. Comment on aboutit à une vente? En enlevant toutes les objections de son interlocuteur. La réassurance? Exactement. Et tout ça, c'est pas si compliqué que ça, parce que souvent les objections que l'on a sont issues d'un problème de formulation de ce qu'on expose. Tout à fait. La puissante technique de reformulation, c'est ça qui fait qu'on arrive à convaincre son interlocuteur. Être sûr qu'on est dans la même compréhension que lui. Et donc, reformuler et reformuler encore pour être sûr qu'on parle de la même chose. À partir de là, il n'a plus de raison de vous dire non. Même quand il vous dit « c'est pas pour moi ». Ou alors, l'objection phare, c'est trop cher. Celle-ci, je l'adore. C'est cher par rapport à quoi, Zine? Mais c'est même pas par rapport à quoi. On peut même éviter cette objection du c'est trop cher. Parce que dès qu'on a trouvé... Par exemple, si je te disais, Asdine, pour ceux qui nous écoutent, écoutez, Asdine, je suis désolé, mais c'est trop cher. Très bien. À ce moment-là, si cette solution-là que je vous ai proposée est sur des budgets trop élevés par rapport à ce que vous avez imaginé au départ, commençons par cette étape-là et évoluons tous ensemble pour arriver à obtenir l'objectif que vous souhaitez, qui est celui-là. Allons-y progressivement. Allons-y différemment. Ne partons pas sur la totalité de ce que je vous ai proposé. Partons sur une partie. Mais on aura déjà commencé à faire une collaboration ensemble. Vous verrez les premiers résultats et vous me rappellerez pour qu'on puisse continuer ensemble. Voilà comment on reformule ça. C'est pas une question de prix, c'est une question d'adéquation entre son besoin et la valeur ajoutée que je vais lui apporter. Les KPI, le ROI. Retour sur l'investissement. Exactement. Ça veut tout dire, mais un ROI, ça peut être un ROI financier, ça peut être un ROI de notoriété, ça peut être un ROI juste de dire que demain, on va pouvoir entendre parler de cette structure, qu'elle soit associée à telle ou telle action. Le ROI, c'est pas juste des chiffres. C'est une association entre ce que a besoin mon partenaire annonceur et ce que je peux lui apporter. Ce que Asdine est en train de dire, c'est que par exemple, il y a certains de ces investisseurs qui veulent uniquement accroître leur notoriété, ceux qui veulent acquérir de nouveaux clients, ceux qui ont une campagne permettant de cibler des interlocuteurs en leur informant que cette journée-là auront un événement bien précis. Exactement. Et le retour sur l'investissement, parce que c'est important, pour 500 €, modeste
modeste coût sur ce type de prestation, par exemple, eh ben, on a ce qu'on appelle un retour, qui est le ROIO, c'est-à-dire le retour à l'investissement, où la plupart des actions, il faut aussi les chiffrer avec une culture qui est le coût de l'acquisition client. Exactement. Et là, j'ai de la chance puisque je travaille sur un média qui est plutôt vecteur de ROI assez efficace. Et c'est pas moi qui le dis. Toutes les télévisions dépendent du CSA. Il y a eu une étude du SNPTV et CSA qui a comparé les différents médias en montrant leur efficacité et ne parlant plus dans cette étude-là de potentiel de visibilité, mais bien de ROI, retour sur investissement. Et pourquoi je parle aujourd'hui de Télénote, pourquoi j'ai orienté cette stratégie-là sur le développement de l'offre à la fois télé et digitale dans notre stratégie commerciale et dans ce qu'on propose, c'est parce que cette étude montre que lorsqu'on fait une campagne de communication au travers du média télé, on a un ROI de 4,9 pour 1 euro investi. 4,9 pour 1 euro investi. C'est quand même, alors il y a un coefficient énorme. C'est très important. Et si on ajoute à cela la syndication d'un autre média comme le digital, on passe à 6,2 pour 1 euro investi. Ça veut dire que demain, cette TPE qui a investi 500 euros dans sa campagne de spot publicitaire, elle va avoir comme estimation un retour de plus de 3000 euros. C'est pas négligeable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'étude du SNPTV CSA. Elle travaille en totale indépendance par rapport à toutes les chaînes. Elle a juste comparé l'efficacité de campagne entre le média télé, radio, digital, presse, etc. Et ça, c'est très révélateur. Et c'est présent sur l'ensemble des propositions commerciales qu'on envoie à nos partenaires annonceurs. On explique pourquoi travailler avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Quelle est votre problématique? Quel est le produit qui répond à votre problématique? Dans quel timing on va y répondre? Et qu'est-ce que ça va vous rapporter? Et une question qui est primordiale et que très peu de vendeurs pensent à poser à leurs interlocuteurs lorsqu'ils font même un rendez-vous découverte, c'est pour vous, quels sont les vecteurs de succès de ce que je vais mettre en place demain avec votre entreprise? C'est lui qui vous le dira. Moi, ce sera réussi si j'ai acquis tant de clients. Ce sera réussi si on parle de moi par ce biais-là. Ce sera réussi si on m'associe à cette valeur-là. Voilà. Et ça, c'est hyper important. On sent une finesse, une expertise qui est quand même incroyable. On sent le côté aussi, une approche consulting. Il n'y a pas que la partie conseil. On voit vraiment, tu es dans la stratégie, tu rentres pleinement dans l'intimité de l'entreprise. Tu essaies de comprendre un peu plus ou moins quelle est la philosophie de l'entreprise avec leurs besoins et l'adaptation de ton offre à leurs besoins. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, il faut oublier le fonctionnement d'une régie publicitaire comme étant un vendeur d'espace. Ça, c'était valable il y a 20 ans. Et ça fait déjà 20 ans que c'est plus valable. Aujourd'hui, il faut travailler un peu comme une agence de communication. J'ai pas des commerciaux, moi j'ai des conseillers en communication mix média, TV et digital. C'est pas la même chose. On va réellement essayer de comprendre la façon de fonctionner de l'entreprise, qui sont les clients de cette entreprise-là, qui elle souhaite viser par cette campagne de communication, et déterminer à partir de ça les dénominateurs communs entre les clients de mon client et les valeurs de mon client, pour pouvoir créer ce que j'appelais tout à l'heure l'émotion. Si on crée cette émotion, alors les clients vont retenir la marque, vont retenir l'offre, vont être en adéquation avec cette offre-là, vont se projeter dans leurs produits. Et s'ils font ça, le client a tout gagné. Et en faisant ça, on rentre dans la philosophie de cette entreprise. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents? Comment vous positionnez-vous? Quels sont les résultats que vous attendez? Quelle cible vous souhaitez atteindre? Quelle est votre cible prioritaire? Et à partir de ça, on construit un message, une idée créative de communication pour répondre à cette attente-là. J'allais en dire sur une valeur ajoutée, mais je ne vais pas te la poser, mais en tout cas, je pourrais y répondre par rapport à ce que tu as annoncé. Cette valeur ajoutée, c'est le temps que tu accordes à tes clients, qui pour la plupart du temps, ce sont des consultants qui sont rémunérés pour mais apporter un conseil stratégique marketing. Tu parles de mon équipe, tout à fait, oui. de mes commerciaux. Oui. On les appelle commerciaux, mais voilà, pour moi, ce sont des conseillers qui travaillent avec cette plus-value-là. J'ai pas un seul de mes vendeurs qui part en rendez-vous sans avoir préparé son rendez-vous. La préparation, c'est primordial. Se renseigner sur la personne qu'on va voir.
Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Il y a plein d'infos qu'on peut avoir et que l'interlocuteur ne donnera peut-être pas le jour du rendez-vous. Donc, il faut pouvoir avoir toutes ces informations-là pour être crédible et cohérent en face de lui. Avec la même considération pour l'entreprise qui fait 100 000 euros. Pour la TPE que pour la très grande entreprise, bien évidemment. Alors, ça ira plus vite avec une TPE parce qu'on va aller voir son site, on aura quasi 90% des informations sur le site. Ou alors sur société.com, peu importe. Et la grosse entreprise, par contre, on va aller voir la grande entreprise, on va aller voir quelles actions elle a réalisées, avec qui elle a travaillé, sur quel support de communication elle travaille aujourd'hui, quels étaient les résultats de ça. Et la question qu'on lui pose le jour J, c'est pas comment vous communiquez aujourd'hui, mais c'est plus j'ai vu que vous avez mis en place telle et telle campagne de communication, quels en ont été les résultats? Quels sont les points positifs de ça, les points négatifs? En quoi, moi, en tant que conseil, je peux vous aider à améliorer votre stratégie de communication au travers des outils que je peux vous mettre à disposition? Et c'est toute la différence. Je vends pas de l'espace, je vends une stratégie de communication. Et là, les produits deviennent juste des outils d'application de cette stratégie de communication. Et on balaye complètement les objections de type prix, de type quantité, de type budget avec ça. On reste cohérent, mais on balaye ça très facilement. Azine, pour nos jeunes qui veulent suivre ton chemin, et là pour le coup, nous allons parler de la partie développement commercial, Oui. En 3 questions et rapides. Azine, parle-moi de ce que c'est qu'un vendeur d'excellence d'après toi. Pour moi, un vendeur d'excellence, c'est quelqu'un qui maîtrise d'abord tous les outils de la vente, ce qu'on apprend à l'école. Et ça, c'est hyper important. Ce que l'on apprend. Ouais. Ce que l'on apprend, exactement. C'est également quelqu'un qui va au-delà de ça. S'il y a une chose qu'il faut savoir, et ce qui fait la différence entre un bon vendeur et un excellent vendeur, c'est que l'excellent vendeur va aller au-delà de ce qui est tout près de lui. Et là, je vous parle notamment de PNL. Programmation neurolinguistique. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure 97% c'est du non-verbal. C'est complètement ça. La projection, l'empathie. En fait, on peut résumer ça. La sensibilité, l'émotion. Exactement. Et il y a en fait l'écoute active. Il y a ce qui fait un excellent vendeur, c'est le connaître. Se connaître soi, connaître l'autre. Il y a également après la connaissance, l'application, savoir appliquer les choses. Alors pas bêtement, mais en les adaptant. Et la troisième, c'est la préparation. Voilà. Si on a ces 3 ingrédients-là, on est un excellent vendeur. Et bien évidemment, je rajouterai un 4e élément qui est la pugnacité. Voilà. Il faut être pugnace quand on est vendeur d'excellence. Parce que si on est pugnace, ce sera toujours bien pris par son interlocuteur. Ne pas lâcher l'affaire. Un non, une objection, c'est un tremplin, c'est pas un mur. Un combat, parce que dans combativité, il y a convaincre son Exactement, client. Hein. Exactement. Azine, tu procèdes comment pour avoir de nouveaux clients? Je pense que tu l'as dit tout à l'heure, mais... Il y a plusieurs vecteurs. Il y a plusieurs vecteurs aujourd'hui. Il y a le premier des vecteurs, c'est le bouche à oreille, la recommandation. Et pour que ça fonctionne, il faut que ça marche bien avec les premiers clients qu'on a pour qu'ils nous recommandent auprès d'autres. Il y a les réseaux sociaux. LinkedIn est un vecteur de business extraordinaire. Ça coûte rien de s'abonner à LinkedIn. Et pourtant, ça vaut toutes les études marché qu'on peut chercher. On peut la faire soi-même, son étude de marché, capter les bons interlocuteurs, trouver les bonnes choses. Et après, c'est à soi de travailler pour se renseigner sur l'entreprise qu'on va contacter, quelle est la bonne personne dans cette entreprise-là à contacter, quelles sont la terminologie, le verbatim nécessaire à communier avec cette personne et pour qu'elle ait envie de vous répondre. Oubliez tous les messages préconçu, bonjour, merci de m'avoir rejoint, je souhaite vous voir pour vous vendre ça. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, on ne vend pas. On essaye de créer une passerelle avec son interlocuteur, un lien. On crée d'abord un lien et ensuite on avance. Et puis, l'autre vecteur qui a fait ses preuves depuis des années, c'est le terrain. C'est le terrain. Ne pas avoir peur de rentrer dans une zone industrielle et de taper à toutes les portes. Au pire, vous risquez quoi? D'être au même niveau auquel vous étiez avant d'entrer dans cette zone industrielle. Au mieux, vous allez avoir déposé votre carte de visite auprès de 5-6 entreprises et puis décrocher 3 rendez-vous et signer un dossier. Donc voilà, ne pas hésiter. Tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard et en fait la chance, il faut la provoquer. Exactement. Et il n'y a pas de réussite sans rencontre. C'est ça. Azine, est-ce que pour toi, un commercial doit absolument avoir de la technique pour vendre? Alors, c'est primordial de connaître les techniques de vente.
Pas pour les appliquer bêtement, encore une fois. Hein. On n'est pas des robots, on est des Qu'est-ce que tu humains. entends par technique? Est-ce que tu te souviens encore que ce que Mais oui, tu as étudié à l'école? La technique de l'entonnoir, de la succession de oui, la technique de la dernière goutte. Enfin, il y a plein de techniques comme ça qu'on apprend et qui la technique de laisser vivre le silence, c'est ça la dernière goutte. Souvent on n'y pense pas, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est une corrélation avec le supplice de la goutte d'eau? Pas du tout, non? Non, du tout. Bon. Je ferai certainement pas cette corrélation-là, puisque au contraire, c'est savoir qui maîtrise l'entretien dans ce cas-là. Lorsqu'on a un silence qui s'installe dans un entretien avec un interlocuteur, si on n'est pas celui qui a installé le silence, il faut pas être celui qui craque le premier. Ou alors pour une bonne raison, mais voilà. Et faut surtout pas avoir peur d'un silence. Parce qu'ils auront peur, certainement, ceux qui nous écoutent, de dire, mais si on crée le silence, on va créer ce que l'on appelle une forme de gêne? De gêne, d'inconnu, de je sais pas ce qui se passe, pas du tout. Il y a aucune raison. Mais ça révèle les traits de la personnalité et ça permet de débrider exactement une question venant de l'autre. Et ce qu'il faut, c'est maîtriser son rendez-vous, le timing, le débat. Validez tout le temps combien de temps vous avez en rendez-vous. Parce que ça, c'est hyper important. Combien de fois on commence un rendez-vous en se disant on est 1 heure alors qu'on n'a que 10 minutes. Si on valide pas ces aspects-là, ça marche pas. Ça, c'est une technique de vente également. La première des techniques de vente, c'est la préparation. Et si je dois donner un conseil qui est pour moi, le b.a.-ba, mais qui est très souvent oublié par de nombreux vendeurs, c'est quand vous allez en rendez-vous découverte, répondez à 5 questions primaires. 1. Est-ce que j'ai le bon interlocuteur devant moi? 2. Est-ce que c'est un décideur? 3. Quelle est sa problématique? 4. Est-ce que mon produit répond à sa problématique? 5. Il y en a même une 6e. Quel est son budget? Et 6. Quel est le timing? Si vous avez la réponse à ces 6 questions, vous avez fait 90% de la vente. Voilà. Bravo, belle analyse. Et sur le plan mental, comment tu fais pour aider tes collaborateurs sur le plan mental? Alors, chaque collaborateur est différent. Ils ont tous leur personnalité. Il y en a qui sont fonceurs, il y en a qui sont plus attentistes, il y en a qui sont dans l'écoute et qui appliquent. J'en ai aujourd'hui 3 des vendeurs. J'ai Julien, Léa et Mourad que j'accompagne tous les jours, qui me surprennent tous les jours parce que ils ont cette créativité qui fait cette différence. Ils sont très à l'écoute. Parfois c'est un peu compliqué. On a du mal à faire passer des messages. On se prend la tête, c'est normal. On est humain, mais on arrive toujours à se comprendre. Et surtout à avancer. Et comme je le disais tout à l'heure, une objection, une difficulté, c'est pas un mur, c'est un tremplin. Donc quand je rencontre un problème avec eux, on le confronte ensemble, on le comprend ensemble et on va de l'avant. Et je dois avouer, tu mouilles le maillot, Asdine, avec eux? Ah mais complètement, je les accompagne sur le terrain, en rendez-vous, en visio, bien sûr. Et ma manière de former un commercial, c'est sur 12 rendez-vous. Les 4 premiers, il m'accompagne, il écoute et j'applique. Et il regarde ce que je fais. Les 4 suivants, on partage le temps de parole à 50-50. Les 4 derniers, c'est lui qui parle et moi qui écoute et ensuite on débrief. Elle vient d'où cette méthode, Asdine? Parce que c'est la première fois que c'est une méthode que j'applique. On m'a jamais appris à faire ça, mais donc c'est ta propre méthode pour ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Alors, je pense pas avoir inventé l'eau tiède, mais je pense qu'il est nécessaire de faire un certain nombre de rendez-vous pour apprendre les techniques, les façons de faire, comment s'approprier un discours, un dialogue, comment s'adapter à son interlocuteur. Ça, c'est hyper important, l'adaptabilité. Ne serait-ce que dans le ton de la voix. Si vous avez un interlocuteur qui est exubérant, qui parle fort, qui sort la poitrine, sortez votre poitrine, faites le coq. C'est comme ça, il va vous identifier à lui. Vaut mieux faire des pompes avant. Mais si vous avez un interlocuteur qui est beaucoup plus calme, qui parle avec voix basse, adaptez-vous à lui. Vous serez en symbiose avec lui, il vous comprendra d'autant plus. Adapter son discours selon son interlocuteur. Son message, sa posture, ça c'est hyper important. Le mimétisme, l'effet perroquet. Hein. Exactement. Et puis il y a une chose que j'ai pu voir dans mon équipe, c'est ce que j'appelle ma petite pépite. C'est Léa. Léa qui, il y a encore 2 ans, ne savait pas qu'elle voulait faire du commerce. Je savais pas qu'elle était faite toujours pour ça. Pareil, toujours les mêmes histoires, oui. Mais c'est ça. Prie, elle est arrivée comme stagiaire, elle travaillait au service partenariat, et moi elle travaillait à côté de mon bureau, et son contrat de son stage se terminait.
Elle savait pas trop ce qu'elle allait faire par la suite. Et moi, j'ai décelé chez elle ce côté très organisé, très l'un des vecteurs importants, c'est l'organisation pour un vendeur. Préparation. La préparation. Et ça, elle le faisait plutôt bien. Et donc, je lui ai proposé, j'ai dit, écoute, comme tu sais pas quoi faire, je te propose de mettre en place un CDD de 2 mois en tant qu'assistante commerciale. Tu seras mon assistante commerciale pendant 2 mois. Ce qu'on va faire pendant ces 2 mois-là, je te montre ce que c'est le métier de la vente. Je te montre que c'est d'être un vrai conseiller en communication au sein de la structure. Et puis, à l'issue de ces 2 mois, tu me diras si c'est quelque chose qui te plaît ou pas. On l'a embauché en CDI en septembre dernier. Et aujourd'hui, on est au mois de mars. Léa a contractualisé 100% de son objectif annuel. Tu sais ce que l'on dit, hein. Il y a des bons commerciaux lorsqu'il y a des bons managers, et il y a des mauvais commerciaux par la faute aussi des managers. Un manager doit être un manager d'une équipe commerciale doit être un bon vendeur. En revanche, un bon vendeur fait pas forcément un bon manager. Faut bien le savoir. Et est-ce que je fais bien? Je pense que les résultats montrent que je fais pas trop mal. Maintenant, est-ce que je suis un excellent manager, etc. C'est pas à moi de vous le dire, c'est à mon équipe. Bon, parlons justement d'objectifs, hein, parce que oui. Qu'est-ce qui te motive à vouloir atteindre un objectif? Alors déjà, je veux pas atteindre un objectif, je veux dépasser l'objectif. Si 110%. Mais c'est ça, si on se contente d'essayer d'atteindre un objectif, on sera forcément en dessous. C'est comme quand j'étais à l'école. Je visais 20 pour retomber à 16. Tu étais bon à l'école, oui? J'étais pas trop mauvais. Plus post-bac que pré-bac. D'accord. Voilà. Mais voilà, il faut toujours viser plus loin pour retomber le moins bas possible. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui te stimule à travers un objectif? Qu'est-ce qui te à travers le surpassement de soi? Voilà, pardon. Ouais. Déjà, c'est nous les Méditerranéens, puisque je suis d'origine algérienne, on a ce côté un peu fier, savoir montrer ce qu'on est capable de faire. Oui. Et se dépasser, c'est montrer cette fierté-là. La fierté de montrer que ce que j'ai appris marche. La fierté de montrer à mon épouse, à ma famille, que je fais bien mon métier, que je suis quelqu'un de valeur. De la reconnaissance? La reconnaissance. Mais c'est... Oui, on cherche toujours la reconnaissance, qu'est-ce que soit le biais par rapport à sa famille, par rapport à son patron, par rapport à sa irréputation, on en parle beaucoup, mais la reconnaissance passe par la réalisation. Je suis quelqu'un qui prouve avant de demander. Avant de dire confie-moi les clés de ta régie, Jean-Michel, je lui ai dit laisse-moi 2 mois d'analyse, je te remets un rapport de stratégie commerciale, si ça te plaît et que ça marche, on avance, si ça te plaît pas et que ça marche pas, on sait que ça matche pas et on arrête. Et c'est comme ça qu'on arrive à prouver sa valeur, par l'expérience, par les faits. Là, quand tu parles d'objectif, le surpassement de soi, la reconnaissance de ses pairs, de ses proches, est-ce que tu pourrais, Asdine, me donner ce que tes 2 prédécesseurs n'ont pas pu me répondre, hein, si, ils ont pu me répondre pour certains, son papa, et l'autre, la famille ou ses proches. Est-ce que tu as quelqu'un que tu pourrais citer en tant que vendeur d'excellence à l'échelle nationale? Modèle. Ouais, quelqu'un qui est d'une notoriété publique. Ah, de notoriété publique. Quand tu l'écoutes, tu es fasciné. Ouais. Quand tu l'écoutes, tu as envie de reproduire le même schéma, peut-être un peu différent pour créer ta propre histoire. Alors, il aurait fallu que je réfléchisse à cette question-là avant de venir. Ça veut dire que tu n'as pas la réponse. Alors. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que il y a plein de tous ceux qui ont réussi et je veux pas non plus mettre le focus sur une personne. Ça voudrait dire que c'est lui la référence. Or, on est tous différents et on a tous besoin de références différentes. Moi, je vais peut-être m'associer à, je sais pas, un grand dirigeant. Un des modèles en termes de gestion d'entreprise que je vois aujourd'hui en termes de développement, c'est pas pour faire non plus celui qui passe de la pommade, etc. Mais Jean-Michel Lobry, mon président directeur général, était journaliste. Aujourd'hui, il est président-directeur général du pôle audiovisuel et événementiel. Est-ce que tu peux nous les citer rapidement, parce que tout à l'heure on l'a pas su. Donc c'est Contact FM, c'est ça? Alors le groupe Recèle la Voix comprend plusieurs entités. Il y a WEO, STM WEO pour la télévision, Contact FM pour la partie radio et La Voix du Nord pour la partie presse. La Voix du Nord est l'ensemble des titres de La Voix du Nord. Ça représente combien en effectif? Oui.
Alors, juste ici à Lille, on doit être entre 5 et 600 personnes sur l'île. Ah, quand Mais même. c'est beaucoup plus important que ça. Il y a des entités sur Amiens avec le Courrier Picard. Les écosystèmes aussi. Exactement. Il y a l'Aide Nouvelle, l'Union, l'Ardennais, Nord Littoral. Tout ça, ce sont les titres du groupe Recelle-Lavoie. Et c'est un groupe qui a une aura nationale, hein, pas simplement sur les Hauts-de-France. Donc, on capte aujourd'hui des internautes qui suivent l'ensemble des articles diffusés sur la Voix du Nord depuis Marseille, depuis Paris, depuis plein d'autres régions. Merci pour cette référence. Il nous écoute, il Et entendra. Voilà. Parlons d'organisation. C'est quoi ta semaine type avec tes collaborateurs? Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier puisqu'on est, Oui. on applique les directives gouvernementales avec 4 jours de télétravail et 1 jour de présence Mais bureau. qui ne sont pas obligatoires, qui sont recommandés. Qui sont recommandés, tout à fait. Mais en même temps, aujourd'hui, mon équipe sont ce qu'on appelle des cadres autonomes. Ils ont un forfait d'heures à réaliser par an et on va les juger à leurs résultats. J'ai envie de dire, si j'ai un vendeur qui est hyper excellent et qui est capable de me faire 100% de son objectif en 3 jours, il est en vacances pendant 11 mois dans l'année. Bravo. Voilà. Écoute, franchement, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui partage cette philosophie. Bien sûr. Alors, je le laisserai pas rester en vacances pendant 11 mois. Au contraire, je dirais que si tu as fait ton objectif en 3 jours, c'est qu'il y a 2 possibilités. Un, soit il était mal évalué, soit tu es vraiment très très bon et du coup, tu vas me le dépasser allègrement. Voilà. Qui dit dépassement, qui dit récompense. Exactement. Et donc, ils ont cette façon de fonctionner en tant que cadre autonome. Ils savent gérer leur temps. Et c'est ça qui est important, c'est les amener à pouvoir travailler par eux-mêmes et s'exprimer par eux-mêmes et surtout développer leur capacité à eux. Mais la semaine type que j'ai toujours appliqué dans toute ma carrière, c'est vous avez toujours la demi-journée qui sert aux réunions commerciales, à l'administratif. Vous avez, je compte ça en demi-journée dans la semaine, donc il y a 10 demi-journées. Vous en avez 8 qui doivent être consacrés au terrain pour pouvoir réaliser un minimum de 10 rendez-vous par semaine. 10 rendez-vous par semaine. Ça, c'est le minimum. C'est des maths, hein. C'est des maths. Si on veut atteindre son objectif, il faut qu'on ait au moins si on est un très bon vendeur, 3 fois, si on est un vendeur moyen, 5 fois, si on est un vendeur débutant, 10 fois son objectif en portefeuille. Et si on a ça, on multiplie les chances d'atteindre cet objectif à chaque fin de mois. Exactement. C'est mathématique, c'est de l'arithmétique. Plus j'ai de rendez-vous, plus j'ouvre de dossiers et plus je vais en valider. Et donc, pour atteindre mon objectif, s'il m'en faut 3, il faut que j'ai 3 fois mon portefeuille. S'il m'en faut 5, il faut que j'ai 5 fois mon portefeuille. 5 fois mon objectif en portefeuille. S'il m'en faut 10, il faut que j'ai 10 fois mon objectif en portefeuille. Donc, 8 demi-journées sur le terrain à faire des rendez-vous. Une demi-journée qui sert à la réunion commerciale, à la partie administrative. Et une demi-journée qui est consacrée à l'élaboration des offres commerciales. Il faut prendre un temps pour ça. Faut pas le faire à la dernière minute. On fait son rendez-vous. On prend les notes de son rendez-vous pendant le rendez-vous. On en fait un résumé, un compte-rendu qu'on renvoie à son interlocuteur après le rendez-vous, le soir même ou le lendemain, pas plus tard. Et on vient récapituler l'ensemble de ces éléments-là dans la proposition commerciale qu'on lui fait quelques jours après, en fonction du timing validé. Mais c'est ça à peu près une semaine type. Oh. Ne pas oublier également de garder ou une demi-journée ou 2 demi-journées dans ce qu'on appelle les golden hours. Golden hours. Exactement, le mardi matin et le jeudi après-midi pour faire la relance et la prospection pour créer les nouveaux rendez-vous de la semaine suivante. D'accord. Bah là, on parlait de la semaine type, Azine, et la semaine type, elle va aussi en concordance avec des outils. Est-ce que vous travaillez avec des outils spécifiques ou pas? Alors, aujourd'hui, je travaille beaucoup. Je suis un hyper consommateur d'Excel. C'est un outil qui est abordable par tous, qui fonctionne bien, mais qui a ses limites. En termes de pilotage, c'est super de faire des tableaux croisés dynamiques. On arrive à ressortir pas mal de choses, mais des outils de pilotage plus intéressants, plus importants, du type Salesforce, ce vers quoi on va, c'est pour ça que je vous en parle, sont plus intéressants. Donc CRM, il faut un minimum de CRM, d'une base de données, sans partir vers l'obligation des outils. La base même, c'est une base de données, un outil de pilotage d'activité, un agenda électronique. Avec ça, même si on n'a rien d'autre,
on peut fonctionner. Voilà. Maintenant, l'outil idéal, c'est d'avoir un CRM complet qui part de la proposition commerciale jusqu'à l'édition du bon de commande, avec le suivi et les relances, et qui comprennent également sous la forme d'un ERP l'outil de type Salesforce pour programmer ses relances, etc. Et qui est en lien avec l'outil comptable de la structure. Azine, j'ai besoin de ton avis. Ta dernière formation commerciale, elle date de quand ? Il n'y a pas très longtemps, puisque faut toujours se renouveler, et même si aujourd'hui j'ai plusieurs années de carrière derrière moi, il faut toujours savoir écouter et apprendre. On apprend tous les jours, jusqu'au dernier jour de sa vie, on apprend. Et c'était une formation au sein du groupe Rossel, qui est la Rossel Academy, et qui était une formation qui allait dans le sens de la manière que je voyais, la manière dont je voyais le groupe évoluer. Où pendant cette formation, on nous a expliqué qu'on ne devait plus vendre des espaces simplement, mais être vraiment travailler comme une agence de communication, et d'être plus conseil que vendeur. Et ça s'est juste confirmé avec cette formation-là. Et pourquoi c'est nécessaire de se former, d'après toi ? C'est nécessaire de se former déjà pour s'adapter à la situation. Le monde change, le monde évolue, les clients changent, leurs habitudes changent, les tendances sont différentes. Si on veut rester actif et performant et toujours en croissance, il faut s'adapter au marché. S'adapter au marché, c'est être au fait des dernières formations. Un grand merci Azine d'avoir participé aux interviews des vendeurs d'excellence. Ceux qui nous écoutent, comment peuvent-ils rentrer en contact avec toi ? Sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, ou cherche simplement Azdine Khaled. Tu peux nous appeler bien sûr, famille. Donc c'est A2ZEDINE pour le prénom, et Khaled, Khouled. Voilà. Adresse email ? Une adresse email akhaled@weo.fr ou sur le site de www.weo.fr. Un grand merci Azdine. Merci à toi Farid. À bientôt. À bientôt. Cette interview a été présentée par notre école de commerce par l'apprentissage, vendeurs d'excellence. N'hésitez pas à partager nos interviews. Vous souhaitez plus d'informations ? Vous pouvez nous joindre au 03 66 64 35 57 ou www.vendeur avec un S d'excellence.fr. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes des interviews des vendeurs d'excellence.